23h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame, Dominique Ouattara, ont pris part hier mardi 17 mai à Paris au dîner gala du Forum des marchés émergents. Cette rencontre vise, notez-le, à réduire les inégalités entre les pays, ce à travers des échanges d'expériences. 10e jour aujourd'hui de la COP 15, l'événement se poursuit. Ce matin, le Premier ministre Patrick Achi était sur le site de la COP 15 où il a participé à une opération de reboisement, une opération qui marque le ferme engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre la désertification, on va y arriver, et la sécheresse par le reboisement massif. Et puis le G7 Sahel est mort, déclaration sans ambiguïté de Mohamed Bazoum dans un entretien exclusif accordé au quotidien français. La Croix, le président du Niger donne sa vision des nouvelles autorités du Mali et du départ des forces militaires françaises du pays. Voilà pour les titres, bienvenue dans votre édition. Je vous le disais tantôt, le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame, Dominique Ouattara, ont pris part hier mardi 17 mai à Paris au dîner gala du Forum des marchés émergents. Le marché émergent, c'est cette rencontre qui vise à réduire les inégalités entre les pays, ce à travers des échanges. On en sait davantage dans ce reportage. Présent à la 6e édition du Forum des marchés émergents, qui se tient ces 16 et 17 mai à Paris, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce mardi 17 mai au dîner gala du Forum des marchés émergents en compagnie de son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ce dîner gala a été l'occasion de rendre un vibrant hommage au cofondateur du Forum des marchés émergents et ancien directeur général du FMI, Michel Kandessu, pour son leadership et son action en faveur de la réduction des inégalités, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Le président de la République et la première dame ont offert un cadeau à l'ancien directeur général du FMI, Michel Kandessu. Voilà, le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame, Dominique Ouattara, qui, vous l'avez vu sur ces images, prenaient part donc au dîner gala du Forum des marchés émergents, une rencontre qui vise à réduire les inégalités, je vous le disais tantôt, entre les pays à travers donc des échanges d'expériences. C'était un récit de Viviane Aimé. On reste à Paris, toujours dans le cadre du Forum des marchés émergents. Occasion pour le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, de présenter les opportunités de la Côte d'Ivoire, notamment en matière d'agriculture. Et c'est avec Lassine Bakayoko qu'on en parle. Face aux investisseurs potentiels ici à Paris, le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a expliqué les réformes vigoureuses dans le secteur agricole, des réformes destinées à promouvoir les chaînes de valeur durables. Nous transformons à peu près un peu plus de 30% du cacao localement, un peu autour de 10% de la noix de cajou. Et l'ambition, c'est vraiment d'entraîner le secteur privé avec nous à partir des investissements que le gouvernement fait pour pouvoir donc laisser davantage de valeur ajoutée localement. Toutes ces réformes démarrées avec le programme national d'investissement agricole PENIA 1 devraient permettre de renforcer le rôle de l'agriculture qui contribue pour 24% à la richesse nationale, emploie 2/3 de la population active et forme 70% des recettes d'exportation. Pour le PENIA 2, les besoins d'investissement s'élèvent à 5 000 milliards de francs CFA. Au niveau des partenaires au développement, beaucoup a été fait pendant la période de Covid. Il est important de continuer donc ces appuis, mais il est également important de donner des marges budgétaires à travers les différents programmes que nous avons avec les bailleurs de fonds pour que les investissements importants des États puissent se faire pour pouvoir donc accompagner le développement de notre agriculture. La volonté du gouvernement, c'est d'aller plus loin dans la transformation locale des matières premières, cacao, café, anacarde, mines. Il est également question de renforcer la production vivrière et d'adopter une gestion durable des effets du changement climatique. Retour à Abidjan, à présent les échos de la COP 15.
10e jour, aujourd'hui, je vous le disais en titre de la COP 15, l'événement se poursuit et ce matin, le Premier ministre Patrick Achi était sur le site où il a participé à une opération de reboisement, une opération qui marque le ferme engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre la désertification, également contre la sécheresse, ce par le reboisement massif. Le Premier ministre en a également profité pour visiter quelques centres sur place. Alexis Ouedraogo. Marquer la COP15 d'un acte concret, signe de l'engagement de la Côte d'Ivoire à la lutte contre la déforestation et la désertification. Voilà le sens de ce planting d'arbres réalisé ce mercredi dans les jardins de la patinoire de l'hôtel Sofitel Ivoire. Le Premier ministre, en main le plan du chef de l'État, donne le ton. Faire de cette future forêt un témoignage pour les générations à venir. Nous saluons cette initiative conjointe du PNUD et du gouvernement ivoirien de traduire tous les discours et toute la volonté que nous avons affichée au cours de ces derniers jours, depuis le début de cette COP, en actes, à travers donc un planting d'arbres qui sera le symbole de cette COP qui s'est déroulée ici, pour que chaque personne ici en Côte d'Ivoire qui passe et qui voit cette forêt se souvienne de cette COP, se souvienne des conclusions majeures de cette COP qui, j'en suis sûr, au travers des discussions qui ont eu lieu et des premières conclusions dont on nous a fait part, fera date dans l'histoire de la COP. Associés au geste, plusieurs membres du gouvernement et partenaires au développement, la représentante du PNUD invite le président de la COP15 à veiller à ce que tous les participants en fassent de même dans leurs pays respectifs pour un bilan à la COP16. La Côte d'Ivoire s'honore en ce qui la concerne d'avoir depuis déjà 2-3 ans initié un vaste programme de recouvrer son couvert forestier et à ce jour on est environ à 38 millions d'arbres déjà plantés. Donc au cours de la décennie à venir, comme vous le savez, l'objectif c'est de recouvrer 20% de notre couvert forestier. Cette COP, les fonds qui ont été levés à l'issue, je dirais, de l'appel qui a été fait, permettront certainement d'accélérer et d'atteindre ces objectifs-là. Cap sur les stands. Pour s'y rendre, le chef du gouvernement se fait ambassadeur de l'énergie verte, casque bien vissé à vélo jusqu'au pavillon Côte d'Ivoire, qui présente au monde ce que le pays a de meilleur. Le chocolat made in Côte d'Ivoire, la noix de cajou et tout ce potentiel culturel à découvrir et redécouvrir jusqu'au 20 mai prochain à la COP15. Voilà, Abidjan, capitale mondiale de la lutte contre la désertification. Depuis donc le 9 mai dernier, la COP15, 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse, se tient au Sofitel Hôtel Ivoire, ce jusqu'au 20 mai. Prétexte tout trouvé pour cette visite guidée dans le Bas-Sassandra. Notre correspondant, Sam Konan, nous y emmène tout de suite pour découvrir l'Université de San Pedro. C'est un établissement qui forme les étudiants aux emplois de la terre. Université de San Pedro. Les étudiants de l'unité de formation et de recherche en agriculture, ressources halieutiques et agro-industrie suivent un cours relatif à la défense et à la restauration des milieux naturels. Le cours porte sur la dégradation des sols et qui parle de dégradation des sols parle également de tout ce qui est impact négatif sur les productions animales et les productions végétales. Et je pense que c'est ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui au niveau de la COP 15. Nous allons faire une formation de qualité pour pouvoir mettre à la disposition de l'État ivoirien des cadres compétents qui vont exercer dans le domaine de l'agriculture. Des étudiants en première année, mais déjà, la lutte contre la désertification et la sécheresse pour une gestion durable des terres les préoccupe. Le travail de la terre peut garantir notre avenir parce qu'on a développé des techniques au sol pour ne pas avoir à détruire notre forêt. Donc nous sommes là pour pouvoir développer ces techniques-là en Côte d'Ivoire et améliorer le sol ivoirien. Je sensibiliserai les producteurs et aussi de fertiliser encore plus le sol en apportant des engrais pour pouvoir les aider. Je voudrais, au thème de ma formation, mettre en place plusieurs techniques d'élevage aquatique telles que la pisciculture intégrée. Aussi apporter notre expertise dans l'encadrement et la formation des acteurs dans le domaine halieutique
pour une production de qualité et aussi en quantité suffisante. Lorsqu'on parle d'agriculture, la terre, elle doit être travaillée. La Côte d'Ivoire est drainée du nord au sud par plusieurs cours d'eau. Et ces cours d'eau-là sont un excellent atout pour le développement de l'agriculture. Pour le vice-président de l'Université de San Pedro, le professeur Jérémy Zoué, l'État de Côte d'Ivoire a vu juste en créant des UFR de l'agriculture dans la formation aux emplois de la terre. Dans les formations de l'Université de San Pedro, la partie agriculture a en son sein la prise en compte de toutes les unités de formation qui forment nos étudiants sur tout ce qui est relatif à la pression sur les terres, à l'innovation dans le sens de l'agriculture durable. L'État de Côte d'Ivoire a anticipé sur ces questions-là. Et effectivement, je pense au regard de l'actualité que les choix qui ont été faits sont des choix pertinents. L'Université de San Pedro est une université thématique avec 2 axes principaux, la mer et l'agriculture. En attendant d'accueillir les 20 000 étudiants, 400 ont débuté les cours depuis le 19 octobre 2021. Et toujours dans le cadre de la COP 15, on évoque ce séminaire national sur l'adaptation au changement climatique, séminaire qui se tient autour du thème la restauration des sols arides et des forêts dégradées pour une agriculture du futur, financé par le Fonds vert pour le climat. L'activité a eu lieu récemment, c'était précisément le mardi, en présence de Patricia Omouetia. L'objectif général du CNACC, le séminaire national sur l'adaptation au changement climatique, est de promouvoir les solutions en matière d'adaptation au changement climatique auprès des chercheurs, des universités du secteur public et des défis et opportunités pour le secteur privé. C'est des produits 100% bio, sans produits chimiques, et c'est la raison pour laquelle nous formons les femmes à adopter des pratiques agricoles organiques. Tout est complètement organique. Avec cette COP, c'est de mettre en avant tous ces produits écologiques qui nous permettent également de préserver la biodiversité. Plusieurs experts se sont donné rendez-vous pour parler climat, résilience et adaptation au changement climatique. Tous les pays sont engagés en fait à pouvoir participer à la fois à l'effort global de réduction des émissions, tout en créant les conditions aussi de répondre à travers des solutions soutenues à la résilience de leur population. Financée par le PNUD et le gouvernement ivoirien, cette rencontre vise à promouvoir les technologies d'adaptation au changement climatique. Nous sommes très heureux de voir que dans cet atelier, nous retrouverons des chercheurs, des scientifiques de la sous-région pour un partage de connaissances, un partage de savoir-faire, un partage de réponses et de solutions endogènes. Au sortir de ce séminaire, les scientifiques vont nous proposer un certain nombre de solutions par rapport aux thématiques qui vont être développées dans ce séminaire, qui vont permettre d'adresser toutes les questions relatives au changement climatique. Au thème de ces 3 jours de réflexion, ce séminaire national sur l'adaptation au changement climatique va de façon spécifique engager la recherche scientifique appliquée en appui à l'adaptation au changement climatique en Côte d'Ivoire. Et on change complètement de sujet à présent pour parler revenus décents pour les producteurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana annoncent un cadre conjoint de suivi de l'application des différentiels d'origine, une décision qui intervient au thème donc d'une réunion du comité économique et de commercialisation à l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, une réunion qui s'est tenue hier mardi. C'était en présence de Jean-Louis Bangbo. À partir de fin mai, la Côte d'Ivoire et le Ghana publieront chaque mois le niveau de prime payé par les chocolatiers et les négociants pour le cacao de qualité. C'est ce qui ressort de la réunion du comité économique et de commercialisation de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, ICCIG, qui s'est tenue à Abidjan. Les 2 plus grands producteurs mondiaux de cacao ont signé ce qu'ils ont appelé Pacte économique du cacao durable. Le pacte économique pour un cacao durable est un nouveau système de gouvernance pour le secteur du cacao qui offre un cadre d'action pour une réflexion, des négociations et des engagements communs aux fins de développer une trajectoire de prix minimum garantissant des revenus décents aux producteurs et la production d'un cacao durable. En publiant les chiffres, le Conseil du café et du cacao et le régulateur ghanéen Cocoboard
espère apporter une plus grande transparence pour atteindre le prix minimum de $2600 la tonne prévu depuis 2019. La prochaine étape dans les négociations avec l'Union européenne sur le cacao visera à prendre en compte ce pacte économique pour répondre aux questions de la faiblesse des prix du cacao et de leur impact sur les producteurs et leurs ménages. Les prochaines étapes d'action à mener pour consolider le mécanisme des prix seront notamment des rencontres techniques avec tous les acteurs de la filière afin de mettre en œuvre des mesures de fixation des prix du cacao sur une trajectoire durable et mettre en place un mécanisme qui assurera des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, a effectué ce mercredi 18 mai une visite de travail à l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, et à l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radio électriques, AIGF. Le ministre de la Communication y était pour s'imprégner du mode de fonctionnement de ces deux structures, mais également mesurer les défis à relever dans le secteur. Issaïou. En plus du ministère de la Communication, Amadou Coulibaly hérite depuis le dernier remaniement du ministère de l'économie numérique. Ce mercredi, il a effectué une visite de travail à l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, et à l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, AIGF, à Marcory. Il y a un personnel de qualité de part et d'autre, aussi bien à l'ARTCI qu'à l'AIGF, qui est l'agence ivoirienne de gestion des fréquences, qu'il y a la volonté, il y a la détermination des différents responsables de ces structures de pouvoir mettre en œuvre le plan stratégique de développement de l'économie numérique qui a été adopté par le gouvernement en décembre 2021. Pour cette prise de contact, le ministre de la Communication et de l'économie numérique reconnaît que de nombreux défis restent à relever malgré l'excellent travail effectué jusqu'à ce jour dans ces deux structures. Il y a beaucoup de défis à relever. Au titre de ces défis, notamment avec l'ARTCI, il y a la question de la qualité de service des opérateurs. Avec l'AIGF, nous avons pu évoquer la question de l'utilisation frauduleuse de certaines fréquences qui causent de véritables problèmes de sécurité. Et les échanges vont se poursuivre avec les experts pour que tous les défis que nous avons pu identifier puissent être relevés. Le ministre Amadou Coulibaly s'imprégnera ce jeudi du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture, PSNDEA, aux deux plateaux, à la 7e tranche. Commentaire de Issa Yeo. Un nouveau cadre juridique pour la gestion des entreprises du portefeuille de l'État. Un nouvel outil qui éprouve quelques difficultés dans son application au regard donc des divergences d'interprétation au niveau des professionnels du droit. Eh bien, le gouvernement a décidé de mettre à disposition des acteurs et usagers du secteur une base commune de compréhension. On en sait davantage avec la Ciné Bakayoko dans ce reportage. Ce nouveau cadre juridique du portefeuille de l'État, soumis aux experts et professionnels du droit avant son adoption définitive, touche entre autres au contrôle des entreprises publiques, aux conditions de création, de dissolution et de transformation des sociétés d'État, ou encore aux modalités de prise de participation financière publique. Les motivations liées à une telle entreprise sont nombreuses, notamment la vétusté des tests de 97, la non-conformité aux tests communautaires OADA, le déphasage avec les réalités pratiques des sociétés du portefeuille de l'État et l'inadéquation aux bonnes pratiques internationales, pour ne citer que celle-là. Une démarche participative qui permet non seulement de présenter les nouvelles lois annotées, mais également de recueillir les observations afin d'enrichir la version finale du nouveau cadre juridique. Il s'agit de pouvoir noter les tests qui encadrent l'activité des sociétés du portefeuille de l'État. Le faisant, on fait en sorte que nous ayons une lecture commune, une compréhension commune
de l'ensemble de ces tests. Donc des commentaires vont être faits, des annotations vont également apporter aux tests pour que pour chacune des dispositions pour lesquelles il peut y avoir des lectures divergentes, que les uns et les autres sachent quel était l'esprit qu'il y avait derrière l'écriture de telle ou telle disposition. In fine, tout ça va permettre donc aux sociétés d'évoluer dans un cadre qui soit harmonisé et d'avoir une bonne compréhension de l'ensemble des choses. Toutes ces innovations qui devraient aboutir à la révision du code annoté ont pour finalité d'améliorer la gouvernance des mandataires sociaux et donc les performances des sociétés d'État. On parle santé à présent donc les chiffres liés à la Covid-19. 7 nouveaux cas de Covid-19, 7 guéris et 0 décès enregistrés ce 18 mai par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre 82 020 cas confirmés, dont 81 197 personnes guéries, 799 décès. Le ministère de la Santé invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Et notez que la vaccination est gratuite et volontaire. Sur le même sujet, le Premier ministre chinois a plaidé ce mercredi pour des mesures d'urgence afin de soutenir une économie nationale malmenée par les restrictions anti-Covid, confinement qui paralyse donc l'activité, chômage en hausse et chaîne d'approvisionnement perturbée. La Chine affronte depuis plusieurs mois maintenant un regain d'épidémie qui touche à divers degrés à plusieurs endroits du pays. Des mesures de soutien qui devrait donc, selon le Premier ministre, avoir comme finalité un retour rapide à la normale. On parle politique. Depuis le 5 mai dernier, les délégations du RHDP sont en mission. Il est question pour elles de vérifier l'effectivité des comités de base et procéder au recensement physique des militants. Et bien, dans la commune du Plateau, la chef de délégation, Miss Belmondo Dogo, a rencontré les responsables des comités de base et sections de base. Et c'est avec Laure Goretti et Alexis Ouedraogo qu'on fait le point. Recensement physique des militants RHDP sur toute l'étendue du territoire. Au Plateau, la ministre Miss Belmondo Dogo, chef de délégation, rencontre les responsables des comités et sections de base. Le plus important, nous assurer qu'au Plateau, nous avons des militants. Parce qu'un parti doit, à un moment de sa vie, s'arrêter et se poser des questions. Et c'est à ce moment-là que nous sommes au RHDP. Nous avons gagné plusieurs batailles. La présidentielle, les législatives, les municipales. Le parti s'arrête. Et se pose la question, combien de militants nous avons au total? Il s'agit pour le parti de s'assurer de l'existence réelle des militants et d'en définir le nombre. La ministre, dans son discours, encourage à un réveil des comités et sections de base. Elle appelle les militants à l'union et à la discipline. Donc je vais vous demander de suivre la discipline du parti. Il faudra que vous soyez disciplinés. On n'a pas de chef. En tout cas, moi, j'ai un seul chef, le président Alassane Ouattara. S'il dit à gauche, on est à gauche. Il dit à droite, nous sommes à droite. Nous sommes dans le parti, nous devons suivre ce que le parti décide. Vos sections ont été visitées. Les comités de base ont été visités par l'équipe. Chaque personne peut mobiliser 5 à 10 personnes. Vous pouvez le faire. C'est depuis le 5 mai dernier que le directoire a envoyé des délégations sur l'ensemble du territoire dans la dynamique de la restructuration du parti. Voilà, de la politique à la littérature, la 12e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes hier, mardi 17 mai 2022. Je vous propose donc de nous rendre au Palais de la Culture à Treichville avec, bien sûr, Issa Yeo pour savoir ce qui s'y passe. Exécution des hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, pays invité d'honneur, prestation de slameurs et d'artistes danseurs. La reprise du Salon international du livre d'Abidjan, SILA, après 2 ans d'interruption pour cause de Covid-19, a tenu toutes ses promesses au Palais de la Culture de Treichville. Le Salon international du livre d'Abidjan est le symbole
de ce que peuvent produire de plus fécond les partenariats en matière de politique culturelle régionale et le résultat de l'investissement des collectivités locales. Pour ce retour, le Sénégal, ayant une longue tradition de littérature, est le pays invité d'honneur. Si notre continent, en effet, est réputé terre de l'oralité par excellence, il est aussi, depuis bien longtemps, terre de l'écriture, comme en attestent les études très pointues, bien avant même la guerre de l'Éthiopie et encore l'Amharique qui remonte à plus d'un millénaire. Le secteur du livre, en dépit de quelques difficultés, est porteur en Côte d'Ivoire. Une vivacité littéraire saluée par les ministres Mariatou Kone et Françoise Remarque. Le livre, c'est aussi l'ouverture sur un monde pluriel où se côtoient la réalité vécue, l'imaginaire et le rêve pour se projeter dans l'univers de performance, d'interculturalité et d'aspiration à un mieux-être partagé. Il nous faut nécessairement élaborer de nouvelles stratégies pour développer ce secteur d'activité. Nous devons travailler pour le développement d'une économie ivoirienne portée par l'ensemble des acteurs que vous représentez, avec comme ambition de trouver en ce numérique une source d'employabilité et de visibilité. Le parrain du SILA 2022, Akawele, se réjouit de la coopération Sud-Sud. Il me convient également de saluer avec chaleur le ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, M. Abdoulaye Diop. Merci pour votre présence à cette rencontre d'élévation intellectuelle dont votre pays en est l'invité d'honneur. Traduit, s'il en était encore besoin, la qualité des liens étroits et sécuriers qui existent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, relations constamment consolidées pour le bonheur partagé des Ivoiriens et des Sénégalais par leur excellence, les présidents Alassane Ouattara et Macky Sall. Au cours de cette 12e édition du SILA, c'est l'écrivain prolixe Kamara Nangala qui est honoré pour la qualité de ses publications. Il y a eu également la remise de prix littéraires à des écrivains lors de cette cérémonie d'ouverture. Pour ce SILA 12, le commissariat général a nommé des ambassadeurs promoteurs du livre. La CEDEAO a décidé de l'envoi d'une mission de paix en Guinée-Bissau pour contribuer donc à la stabilisation de ce pays. La Côte d'Ivoire contribue à cet effet à la constitution de la force militaire aux côtés donc du Ghana, du Nigeria et du Sénégal. 50 casques blancs ivoiriens seront donc déployés sur le théâtre des opérations. Ils vont constituer le personnel de l'hôpital militaire de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau. C'est ce que nous explique Abou Sanogo. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, remet le drapeau national au chef du détachement médical qui sera déployé en Guinée-Bissau, accompagné de l'ordre de mission avant l'exécution de l'hymne national. Je vous remets le drapeau de l'État et vous réitère votre obligation à l'honorer en toutes circonstances et à contribuer au rayonnement international des forces armées de Côte d'Ivoire. Il compose le premier contingent ivoirien de l'hôpital militaire de niveau 2 de la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau, une mission de la CEDEAO. Ce sont 50 spécialistes de la santé, sélectionnés au sein des différentes composantes et différents services de forces armées de Côte d'Ivoire, formés pendant 40 jours à la médecine de guerre qui vont animer 8 services de l'hôpital. Avant le grand saut sur ce théâtre inédit pour les forces armées ivoiriennes, le corps médical a reçu les instructions du chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, qui leur a rappelé le sens de l'engagement auprès de ce pays membre de la CEDEAO, sur la nature de la mission et la capacité à la remplir. En acceptant de confier aux forces armées de Côte d'Ivoire le poste de chef d'état-major de la force et le volet sanitaire de cette force internationale, la CEDEAO nous exprime sa confiance. C'est une étape supplémentaire franchie dans l'atteinte de notre objectif majeur qui est la reconquête de notre fierté. Donnez le meilleur de vous-même pour mériter la confiance et l'honneur placés en nous, placés en vous. Pour ma part, je puis déjà vous assurer
du soutien constant de l'état-major général des armées pour vous garantir des conditions de vie et de travail appropriées, afin de vous permettre d'exécuter votre mission dans les conditions optimales. Les casques blancs ivoiriens du personnel de l'hôpital de niveau 2 de la mission de la CEDEAO auront pour mission d'appuyer les forces de défense et de sécurité pour la stabilisation de la République de Guinée-Bissau, de soutenir les efforts des forces de défense et de sécurité pour la sécurité du président de la République, des autorités indiquées par lui et des citoyens de la République de Guinée-Bissau, et de protéger les civils et d'améliorer les conditions de sécurité conformément au droit international humanitaire. Le G5 Sahel est mort. C'est ce qu'a déclaré Mohamed Bazoum dans un entretien exclusif accordé au quotidien français La Croix. Le président du Niger a donné ainsi sa vision des nouvelles autorités du Mali et du départ des forces militaires françaises du pays. L'isolement de Bamako en Afrique de l'Ouest est une mauvaise chose pour toute la sous-région, a-t-il souligné. On poursuit en images toujours au Burkina Faso, atmosphère lourde au siège du comité de crise. Les secouristes ont accédé à la chambre de refuge, lieu de tous les espoirs dans la mine de Perkoa, mais personne ne s'y trouvait. Tout porte à croire que les 8 mineurs n'ont pu atteindre cette chambre le jour de l'inondation d'il y a quelques jours. C'est donc la désolation sur place, une information cruelle, souligne le ministre des Mines du pays. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.